Je vais vous raconter l'histoire de ce livre, Hannah Arendt, de les origines du totalitarisme de Eichmann à Jérusalem. L'histoire de ce livre-là, j'allais le jeter. Il m'a été offert par un professeur dédicacé, j'allais le jeter. Il m'a été offert la semaine passée. Parce que quand j'ai ouvert, la première fois que je l'ai ouvert, j'ai été sur des pages où j'ai trouvé parler de sionisme, Ben Gurion. Je m'ennuyais dans les transports publics, les transports en commun, et je l'ai repris. Je me suis dit, tiens, je vais profiter pour jeter un coup d'œil sur la biographie, sur la vie de Hannah Arendt. Hannah Arendt, et bien sûr, nous avons un pays, l'Algérie, notre patrie est un pays merveilleux. Et je vais vous montrer, grâce à mon ami, je vais vous montrer quelques passages. Eh bien, Mohamed, pour voir. Regarde. Il faut que je les trouve là rapidement, je les ai notés. Voilà. La page 187, c'est une préface, ça c'est une préface. Quand la France eut enfin le courage, grâce à l'autorité encore intacte de De Gaulle, d'abandonner l'Algérie, cette terre qu'elle avait toujours considérée comme une partie d'elle-même, au même titre que le département de la Seine, il est apparu qu'on avait atteint un point de non-retour. Ça, ce passage, la première fois, je l'ai rejeté. Pourquoi? Je me suis dit que c'est un regard toujours occidental sur l'Algérie. Alors que donc, notre patrie, c'est une patrie merveilleuse. C'est une patrie qui a marqué l'humanité tout entière, la civilisation. Je vais trouver quelque chose d'autre. Ça, il faut faire de l'abstraction pour le comprendre. Que ce genre d'apologétique ne brille pas par l'honnêteté, c'est bien compréhensible. Et ce n'est pas ce qui nous interdit de prendre en considération. Mais ces réminiscences manifestent à un degré stupéfiant une absence de compréhension de ce qui s'est réellement passé et du rôle que jouèrent les auteurs eux-mêmes dans les cours des événements, de ce qui les prive de tout intérêt autre que psychologique. Ça montre que Hannah Arendt arriver à faire de l'abstraction, c'est-à-dire c'est pas parce que nous n'apprécions pas un auteur ou bien un théoricien ou bien un penseur ou bien un philosophe qu'on doit le rejeter, Donc ça, on apprend à faire de l'abstraction. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça c'est pour Mahdi spécial, l'antisémitisme, première partie. C'est un fameux siècle, celui qui a commencé par la révolution et qui finit par la terre. On l'appelle peut-être le siècle de la Camelote. Qui ça? C'est Roger Martin du Gard, 1913, page 372, elle cite. Voilà. Une différence fondamentale entre les dictatures modernes et toutes les autres tyrannies d'autrefois est que la terreur ne sert plus à exterminer et à épouvanter les adversaires, mais à gouverner des masses parfaitement dociles. La terreur telle que nous la connaissons aujourd'hui frappe sans qu'il y ait eu auparavant provocation, et ses victimes sont innocentes, même du point de vue de l'oppresseur. C'est monumental. Nous n'examinerons pas ici la conséquence extrême du gouvernement par la terreur, à savoir que personne, pas même les bourreaux, n'est jamais... Pas même les bourreaux n'est jamais à l'abri de la peur. C'est ce qui nous occupe. C'est l'arbitraire dans le choix des victimes. Il est fondamental qu'elles soient objectivement innocentes et qu'elles soient choisies indépendamment de ce qu'elles peuvent avoir ou n'avoir pas fait. C'est-à-dire, pour l'oppression, il faut choisir nécessairement, indispensablement, des innocents. On ne choisit pas des accusés. Des coupables. Des coupables. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, ça, c'est un passage. C'est un passage. Moi, je suis amoureux des livres. Quand j'aime un livre, je le griffonne, j'annote. L'énorme croissance du potentiel industriel et économique entraîna un affaiblissement régulier des facteurs purement politiques, tandis que les forces économiques prenaient la première place dans le jeu international du pouvoir. On crut que ces derniers étaient synonymes de capacité économique jusqu'à ce que l'on s'aperçoive que la puissance économique et industrielle n'en est que la condition moderne. J'ai mis une étoile ici. Là, bon, il faut contextualiser. Hannah Arendt a écrit ce livre il y a longtemps, les années 60. Mais les années 80, Susan Strange, une anglaise,
a beaucoup développé ça. Hein. Susan Strange défend une autre option. Hein. C'est-à-dire, Susan Strange, elle a mis 5 facteurs qui déterminent ce qu'on appelle le power spreading, hein, la diffusion de la puissance. Qu'est-ce qu'il y a aussi? Ah, j'aime les livres quand je les griffons comme ça. Ah, toujours l'Algérie. Combat 174. Ainsi, la France incorpora-t-elle l'Algérie comme un département de la métropole sans pour autant imposer ses propres lois à une population arabe. Bien au contraire, elle continuera à respecter la loi islamique et garantit à ses citoyens arabes un statut particulier, créant un produit hybride totalement absurde, à savoir un territoire décrété français juridiquement, décrété français juridiquement, aussi français que le département de la Seine, mais dont les habitants n'étaient pas des citoyens français. Donc, notre patrie d'Algérie, elle a servi d'exemple à toutes les théories, hein, de base à des théories énormes. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ici? Ah, la fameuse phrase prononcée par Poincaré en 1923. La France n'est pas un pays de 40 millions d'habitants, c'est un pays de 100 millions d'habitants. Annoncer purement et simplement la découverte d'une forme économique de chair à canon produite selon les méthodes de fabrication en série. Ça, pourquoi? Il devient un sauvage comme Voltaire. Voltaire est un esclavagiste. Qu'est-ce qu'il y a là? Ah, ça c'est le racisme à l'état pur. Quoi qu'il en soit, la nation anglaise en a vécu, etc. De fait, les spéculateurs animés par l'esprit impérialiste étaient secondés par des fonctionnaires qui voulaient que l'Africain reste africain. Cependant, qu'une certaine minorité d'hommes qui n'étaient pas encore défaits de ce que Harold Nicholson devait appeler leurs idéaux de jeunesse voulaient aider l'Africain à devenir un meilleur Africain. Ça, c'est du paternalisme, de la condescendance, du mépris. Et les dernières pages, qu'est-ce qu'il y a ici? Voilà. Sur le procès de Eichmann à Jérusalem, Eichmann qui a été arrêté en Argentine, hein, qui a été pendu. La base juridique de l'affaire elle-même est Karl Jaspers. Jaspers est beaucoup plus réservé. Le procès Eichmann ne vous fera pas plaisir. Le coup plus réservé, le coup plus réservé, etc. Le procès Eichmann, etc. N'oubliez pas que j'ai quitté l'Allemagne très tôt et combien peu j'ai vécu cela. Je comprends en tout cas ne pas consacrer plus d'un mois à cette plaisanterie. Bon, là, il ne faut pas se mettre sur Hannah Arendt. Plaisanterie, c'est du second degré. C'est clair, c'est de la dérision. C'est de la dérision. Ah, la théorie de la partition des pays, comme la Croatie et la Slovaquie, était une invention du ministère allemand des Affaires étrangères en mars 1939, avant même que les Allemands s'occupent de la Tchécoslovaquie, les Slovaques étaient venus, etc. Bon, bref, donc actuellement, les partitions des pays comme l'Algérie, etc., sont en cours, elles sont lancées, la Libye, l'Algérie, le Mali, la Syrie, l'Irak, etc., c'est lancé à la machine. Donc ça, les Allemands étaient derrière pas mal de choses. Qu'est-ce qu'il y a, elle, derrière? Ah, maintenant, sur la vie de Hannah Arendt. La biographie. Hannah Arendt était de constitution physique très faible. Elle n'était pas robuste, elle était malade. Ce que j'ai appris dans sa biographie, c'est qu'elle a vécu avec Heidegger. Heidegger la dépasse de beaucoup. Hein. Heidegger, c'est un professeur en philosophie. J'ai lu un peu, j'ai pas envie de me mélanger avec Heidegger, Kant, etc. C'est les philosophes que j'ai lus. Donc, elle a vécu avec ça. Ensuite, qu'est-ce qu'elle a fait, Hannah Arendt? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a épouse civilement Gunther Stern en 1950. Anna Heidegger. Tout en aimant Heidegger. Hein. J'étais fermement résolu. Voyez-vous que lorsque j'ai quitté Marburg, à ne plus jamais aimer un homme de ma vie. À ne plus jamais aimer un homme de ma vie. Ce qui ne m'a d'ailleurs pas empêché. Hein, il n'a pas empêché de me marier par la suite avec le premier venu sans l'aimer. Elle a aimé le truc. Mais dans les machins, voilà. Chère chérie, ça c'est son époux, Heinrich Blücher. Heinrich Blücher qui la dépasse de 33 ans. Elle a épousé, elle l'appelait chérie, chère, chérie. Bon, ben, c'est-à-dire là c'est deux fois, hein, chère,
Chéri, c'est-à-dire, c'est un chéri et il est très cher. Donc, quand quelqu'un est très cher, il devient un chéri. Donc, ça, c'est pour ma vie. Merci Mohamed. Merci Mohamed.